Voilà, bonjour tout le monde. Le prochain épisode est en cours de préparation. Il est un peu long et ça me prend pas mal de temps, mais en attendant, il y avait une petite question philosophique que je voulais traiter avec vous. Alors le ton sera un peu plus naturel hein, que les épisodes parce que voilà, c'est moins travaillé, c'est plus une réflexion, une discussion qu'on a ensemble. Ben, la question c'est est-ce qu'on peut parler d'universalité pour une émotion? Dit autrement, c'est est-ce qu'on vit tous ces mêmes émotions et de la même manière? Premier point que je pourrais dire là-dessus, c'est l'émotion ressentie. Prenons deux personnes différentes qui vivent la colère. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée. Vous connaissez le règlement. Mais c'est pas une... Laissez-moi finir. Merde. Attendez. Laissez-moi finir. Non, mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. Alors quand on voit les images, la colère là, elle semble évidente pour l'un et pour l'autre. Mais comment on sait qu'ils vivent exactement la même? Quand je vous dis cette voiture est rouge, comment je sais qu'une autre personne voit le même rouge que moi? Peut-être qu'il y en a qui l'aperçoivent plus clair, d'autres plus foncé. Sur un autre axe, on pourrait mettre la saturation, ce qui donne encore des teintes différentes. Est-ce toujours le même rouge malgré les différences de perception? Si dans mon parallèle, l'axe clair foncé représente par exemple l'intensité de la colère, ça veut dire que sur l'axe de la saturation, ben, c'est d'autres nuances de colère. Est-ce qu'à l'instar de la couleur, il y a ces mêmes nuances dans la colère? J'en sais rien, je pose la question. Est-ce qu'on peut toujours l'appeler de la colère s'il y a des nuances de colère? Donc ici, on a un premier problème, mais qui restera irrésolu, car je vois pas vraiment de protocole scientifique pour résoudre la question du ressenti d'une émotion. Alors, pour résoudre le problème avec les couleurs, on a des outils hein, qui nous permettent de mesurer exactement quelle onde électromagnétique est renvoyée par telle ou telle surface. Donc, si on mesure et qu'on trouve 632 nanomètres de longueur d'onde pour ce rouge-là, ben, si quelqu'un d'autre voit un rouge un peu différent dans sa tête, ben, c'est son problème. La science ici nous a permis de quantifier finalement ce rouge. Alors la question intéressante du coup, c'est est-ce qu'on a un équivalent au niveau des émotions? Du coup, point 2, c'est qu'est-ce qui se produit physiquement? Alors quand quelqu'un vit de la colère, il y a des outputs non verbaux. Mais bon, je vais pas me baser là-dessus, vu que c'est mon objet d'étude. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'essaie de trouver une réponse autre que le langage non verbal lui-même, car justement, je cherche des indices différents au langage non verbal pour les utiliser afin de valider un maximum le langage non verbal, voir si on peut faire des corrélations. Alors il y aurait par exemple les hormones. En effet, quand on vit de la colère, il y a certainement des hormones qui sont relâchées, je suppose de la cortisol, il faudrait faire plusieurs recherches, bref. Est-ce que c'est toujours les mêmes hormones? Est-ce que ces hormones sont toujours relâchées dans la même quantité? Et si des quantités différentes il y a, est-ce que ben, on a toujours affaire à la même émotion? Voilà, ça pourrait être un critère finalement. Mais un critère pas simple, parce que je vous parle pas de la galère pour essayer de mesurer ça dans la vraie vie. Si je reprends mon point 1, on n'est déjà pas sûr que tout le monde ressent la même colère. Mais en admettant que ça soit le cas, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un se met en colère, je vais devoir lui faire une prise de sang pour vérifier l'exactitude de l'émotion ressentie? Compliqué, hein? Mais bon, à part ça, ou un IRM, ou que sais-je, c'est certainement les pistes les plus tangibles que l'on pourrait suivre si on voulait essayer de matérialiser une émotion. Troisième point, c'est ce que vit la personne en conscience. Qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête? Et si on était en mesure de faire un arrêt sur image et de demander à la personne, tu vis quelle émotion là, maintenant? Alors une chose est sûre, c'est les raisons pour lesquelles la personne est en colère, c'est différent pour chaque personne. Ça, on a nos sensibilités. Et c'est pas ça que le langage non verbal cherche à déterminer. Mais ce que je crois en plus, c'est qu'on manque cruellement de vocabulaire pour quantifier nos émotions. Et ce manque de vocabulaire, je pense qu'il vient de la façon dont nous sommes éduqués en Occident.
qui laisse peu de place au fait d'avoir des outils pour reconnaître ces émotions, en apprendre plus sur leur fonctionnement, leurs effets sur notre corps, leur utilité. Dit autrement, en émotion, en fait, on est nul. Nul. Oh la vache, mais c'est nul! Puis je le vois autour de moi, beaucoup de personnes, mais sont pas douées pour reconnaître leurs émotions, pour les exprimer, pour en parler. C'est un sujet, non pas tabou, mais je dirais assez intime, en fait. Tabou, on peut presque le dire, hein, dans certaines communautés, si on pense aux chrétiens, par exemple, la colère, c'est un des 7 péchés capitaux. Si c'est Dieu lui-même qui te dit qu'il faut pas te mettre en colère, ou il y a la tristesse, qui par un certain nombre de personnes est perçue comme une émotion de faiblesse. Donc si vous grandissez dans un milieu relativement qui ne laisse que peu de place à cette émotion, vous vous habituerez à la contenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne les ressent pas, hein, ces émotions. Car selon moi, on les ressent tous obligatoirement. Elles sont universelles. C'est juste qu'on les laisse pas sortir et on les fuit et du coup on les connaît mal. Donc entre la méconnaissance des émotions, l'incapacité de les reconnaître, d'avoir des mots pour les décrire, voire même le déni de ces dernières afin de préserver son ego, ou dit plus simplement encore, on ne pourra jamais aller sonder dans la tête d'une personne directement pour savoir exactement ce qu'elle pense. Je fais cette vidéo après avoir visionné un youtubeur voulant remettre le langage non-verbal à sa place de pseudoscience. En tout cas, c'est le genre de mot qu'il utiliserait pour le décrire. Oui, bien sûr, évidemment que ce n'est pas possible de mesurer tout ça sans aucune ambiguïté. Le langage non-verbal, c'est une science humaine et les spécialistes, par définition, étudient quelque chose qu'on ne peut pas rendre objectif. Et si on aborde la question sous l'angle de la détection du mensonge, je suis d'autant plus d'accord avec eux. Car ce n'est pas pertinent et fiable d'utiliser le langage non-verbal pour détecter le mensonge. J'en ai fait 3 épisodes, allez jeter un coup d'œil. Mais dans cette vidéo, il y a quand même des questions légitimes, intéressantes. Mais le problème, c'est toujours le même. C'est que les spécialistes en langage non-verbal qui tentent de répondre ou de défendre la discipline face à eux, de nouveau, ils admettent mal que le langage non-verbal est par définition une science humaine, une science molle et donc imprécise. C'est-à-dire que les termes que nous utilisons sont par définition impossibles à rendre objectifs. En rentrant dans le langage non-verbal, on rentre dans une discipline qui a des frontières floues. On manipule des concepts qui ne marchent pas à 100%, mais plutôt de l'ordre de la probabilité. Et est-ce un problème ? Je sais pas, je laisse la question ouverte. Je vois juste qu'il y a aussi d'autres sciences humaines qui sont validées par la communauté scientifique, reconnues, qui fonctionnent également avec des taux de probabilité. Je veux dire, quand Milgram fait sa fameuse expérience, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous mettrai un lien dans la description. Mais en 2 mots, Milgram a voulu voir notre disposition à la soumission lorsque l'on place une personne face à des figures d'autorité. Son protocole est très bien. Il nous montre que grosso modo 80% des individus se soumettent automatiquement dès qu'ils reçoivent des ordres par une autorité qu'ils reconnaissent. 80% c'est pas 100%. Ça marche pas à tous les coups. Pourtant ces résultats sont significatifs et reconnus du point de vue de la psychologie sociale. Et puis, si je voulais être un petit peu taquin, je pourrais retourner la question au débunker. Si je prends un des sujets un peu sulfureux, qui fait tiquer les sceptiques, à raison, hein, à raison, c'est les démangeaisons. Autant dans cette vidéo que sur une vidéo de G. Milgram, ils ont attaqué ce thème. C'est normal parce que c'est plutôt incroyable. Les spécialistes en langage non-verbal, on pense que les démangeaisons, donc ça, quand Jean-Pierre Foucault, là, ici, se gratte le nez, on pense que ça a une signification. D'ailleurs, je vous prépare un épisode là-dessus, ça va être énorme. Moi, je pense qu'à l'issue, vous vous direz, certes, on n'a pas de preuves, mais quand même, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Et si c'est vrai, c'est incroyable. Bon, les sceptiques se régalent avec ce thème, car en effet, on n'a pas de preuves. Pas de recherche scientifique suffisante pour affirmer que l'hypothèse est juste. Et par honnêteté scientifique, si nous avançons une hypothèse,
Ce serait à nous, spécialistes du langage non verbal, de prouver que ça existe. Oui, mais comment? C'est ça le problème. C'est pas si simple, voire impossible. Quel protocole d'expérience pourrait-on mettre en place pour prouver l'existence de la signification non verbale des démangeaisons? Mais un bon gros protocole qui nous permette justement d'échapper à tous les à peu près que j'ai cités précédemment. Moi, j'offre une bière à celui qui me propose un protocole digne de ce nom. Voilà, c'est dit. À petite échelle, c'est-à-dire à celle d'un particulier, le mieux que l'on puisse faire, c'est de trouver des extraits vidéo qui démontrent que le mouvement existe. Alors ça, on en a des tonnes. Des vidéos avec des démangeaisons, facile à trouver. Dès que vous avez conscience que ce genre de mouvement existe, quand il arrive devant vous, c'est-à-dire hyper souvent, vous ne voyez plus que ça. Vous mettez la première émission de débat avec plein d'invités, ça va arriver, c'est sûr. Mais bon, on ne pourra jamais redemander aux gens de re-regarder la vidéo qu'ils ont fait eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils ont ressenti à ça. Trop compliqué, trop... Il y a trop d'obstacles qui se dressent face à nous pour établir une signification précise, d'une émotion précise, d'un ressenti précis. Un ressenti précis, par définition, c'est absurde. Donc, toutes les réponses qu'on aura seront toujours contestables sur leur recevabilité d'un point de vue scientifique. Alors, on peut juste compiler des tonnes et des tonnes d'extraits. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en tant que spécialiste en langage non verbal. Et au final, on essaye de voir s'il y a un point commun en termes de situation, de contexte et d'état d'esprit qu'on suppose que la personne ressent. Puis si on a 200 extraits qui montrent une même démangeaison qui apparaissent systématiquement dans une même situation, par exemple, je sais pas, une situation de confrontation, là, peut-être, on peut commencer à se dire « Tiens, c'est intéressant, ce mouvement n'apparaît que dans cette situation. N'y aurait-il pas un lien entre le mouvement et la situation ? Et donc, le ressenti de la personne ?» En tout cas, c'est intéressant, parce que je peux pas prouver que ce que j'avance est juste, car j'en ai pas les moyens. Mais est-ce que les debunkers peuvent prouver que j'ai tort? Non plus. Donc on est dans une impasse, par définition. N'en déplaise à la Tronchambier ou à G. Milgram. Laissez-moi faire une sorte de parallèle. Il y a bien longtemps, on a découvert qu'en prenant une graine, en la plantant et en l'arrosant, ça fait une plante. Quand on a découvert ça, on n'avait pas forcément compris comment tout ça marchait. Juste, on a observé, puis on a essayé, puis ça a marché. Puis l'agriculture est née. Pour nous, aujourd'hui, c'est hyper facile d'expliquer ce qui se passe d'un point de vue génétique, reproduction des plantes, etc. On peut même contrôler le génome d'une plante nous-mêmes, c'est dire si on maîtrise. À l'époque, non, mais ça marchait. Ce que j'entends par là, c'est qu'en absence d'études ou de preuves, mais en observant les extraits, on peut également laisser des hypothèses ouvertes. On a le droit, en tout cas, laisser une hypothèse ouverte qu'une démangeaison a peut-être bel et bien une signification. C'est intéressant en vrai, non? On rentre dans une dimension communicationnelle absolument folle, si c'est vrai. Et c'est en ça que c'est intéressant. Mon exemple de la plante là, c'est ni une preuve, ni un argument. Mais il est possible que les items découverts par les spécialistes en langage non verbal ne soient pas faux. Est-ce que cette éventualité a traversé l'esprit des sceptiques? Je sais pas. C'est là-dedans que j'ai envie de les inviter à s'ouvrir un petit peu, des fois. C'est des sceptiques, donc non pas à accepter ce que je dis, mais pourquoi pas dire que c'est une hypothèse. Alors on fait quoi? Parce que cette vidéo, dans ma tête, je me disais, elle va durer 3 minutes. On n'y est pas du tout. Donc il faut bien que je conclue à un moment. Donc on fait quoi? On invalide le langage non verbal. Ad vitam aeternam. Et puis comme on n'arrive pas à rendre certains termes objectifs et précis, moi je propose que purement et simplement, on arrête d'utiliser le mot colère, tristesse ou joie, car on ne peut pas les décrire objectivement. Alors poubelle, on va faire comme dans les pires dystopies. Il n'y aura plus tristesse, colère ou joie, trop difficile à définir. On utilisera un terme générique du genre comportement non approprié, puis on mettra tout ça dedans. Bim, fini. En vrai, je leur en veux pas si la communauté sceptique a tendance à nous attaquer. A raison. C'est parce que les spécialistes du langage non verbal essayent de rendre la discipline plus fiable qu'elle ne l'est réellement. Je le dis et je le répéterai jamais assez.
Mais quand j'écoute l'émission de la tronche en biais, j'y retrouve un petit côté nihiliste que je décrivais dans cette vidéo. Sous prétexte qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un pour vérifier, on invalide tout, on arrête de s'y intéresser, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas ce qu'il dit directement, hein, mais par son positionnement de sceptique, c'est logique, on le ressent, mais c'est logique. Il tend vers le « puisque je n'ai pas de preuve que ça existe », par défaut, je préfère dire que ça n'existe pas. Et c'est sain, finalement, comme approche. C'est certainement aussi que je suis touché un peu dans mon ego, et que je souhaite y répondre. Il faut bien nous laisser du vocabulaire pour décrire les choses qu'on observe, non ? Vous savez, en tant que spécialiste, j'aimerais vraiment pouvoir rendre ça carré, sans ambiguïté, comme des maths. Mais ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut se faire une raison là-dessus. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de s'y intéresser, au contraire. Tant que la démarche est de tenter de mieux se comprendre les uns les autres, on ne fera jamais grand mal à essayer de trouver des éléments qui nous permettraient de mieux nous comprendre. Et le langage non verbal en fait partie. Voilà, s'intéresser au langage non verbal, c'est accepter d'étudier un thème flou, que l'on ne peut pas objectiver, qui manque de recherche scientifique et dont le vocabulaire sera toujours discutable, car impossible à rendre précis comme un nombre. Et puis, tant qu'il y aura la barrière de ne pas pouvoir lire finalement dans les pensées de quelqu'un, nos hypothèses de ce qu'il a pensé resteront des hypothèses. Mais bon, finalement, est-ce que tout n'est pas qu'hypothèse ? Es-tu vraiment sûr d'exister ? Et vous ? Néophyte, spécialiste, peu importe, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.